Ok, imagine que tu vas ajuster un modèle linéaire par espèce. Tu as 3 espèces, tu as 3 modèles, tu vas faire une boucle for, tu stockes les résultats dans une liste. Enfin, ça marche, mais c'est pas très propre et le code il est souvent pas bien lisible. Euh, Même parfois, il va te faire une boucle for, tu vas recopier plusieurs fois comment tu fais ton modèle, puis tu vas te retrouver avec 50 lignes qui font strictement la même chose, mais avec des paramètres un tout petit peu différents. Il y a une approche qui est beaucoup plus élégante dans R, qui est la programmation fonctionnelle qui se passe avec le package per et la fonction map et les fonctions associées. Donc, comment ça se passe? On va charger nos données d'habitude de taille diverse et la librairie Palmer Penguins qui contient, je vous le rappelle, le dataset des pingouins, on commence à avoir l'habitude, qui contient 344 lignes, 8 colonnes, l'espèce, l'île, les dimensions du bec, la taille des nageoires, la masse corporelle, le sexe et l'année. Point de vue standard, quand on commence R, la façon dont vous voudrez créer un modèle par espèce, ça serait d'abord de récupérer la liste de toutes nos espèces uniques, donc c'est ce qu'on fait avec unique, et on voit que dans espèces, j'ai bien mes 3 espèces, Adélie, Gentoo et Chinstrap. Et ensuite, on prépare une liste dans l'objet résultat et on va faire une boucle et on va stocker le résultat de notre boucle à chaque fois dans la liste qui s'appelle résultat et qui est ici. Donc ici, on va dire que pour chacune des espèces, c'est ça qu'on fait, hein, eh bien, on va filtrer le jeu de données et on va fitter le modèle sur ce jeu de données filtré et on va stocker ce modèle dans l'index, dans l'objet i de notre liste. Et ensuite, on va renommer notre liste en lui donnant les noms d'espèces pour qu'on s'y retrouve. Voilà. Donc ça fonctionne. On voit que dans les résultats, on a une liste. Alors, on a une liste de 3, et chacune de ces listes de 3, c'est en elle-même une liste de 13 parce que c'est un modèle linéaire. Où on a bien une liste qui contient 3 éléments, et chacun de ces éléments, c'est un modèle linéaire. Maintenant, on pourrait à la place utiliser la programmation fonctionnelle avec map. Map, comment ça fonctionne? C'est une fonction qui est un petit peu particulière. Elle prend 2 arguments. Elle prend comme premier argument une liste ou un vecteur, mais le plus souvent une liste, et en deuxième argument une fonction. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va appliquer cette fonction à chacun des éléments de cette liste et renvoyer à son tour une liste. Par exemple ici, on va créer une liste qui s'appelle nombre, et cette liste elle contient 3 éléments qui sont des vecteurs de nombres entiers. Donc on voit ici, on a notre premier élément qui contient tous les entiers de 1 à 10, le deuxième tous les entiers de 11 à 20, et le troisième tous les entiers de 21 à 30. Okay. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, sur cette liste nombre, pour chacune des entrées de cette liste nombre, tu vas me mapper la fonction min. Donc en gros, applique-moi la fonction min sur chacune des entrées de la liste nombre, et puis tu me renvoies une liste qui contient le résultat. Plouf. Ok, hyper efficace. Donc maintenant, si on revient à la problématique de départ, si on va appliquer le modèle linéaire à chacune de nos espèces, où on dit qu'en gros, on veut fitter un modèle linéaire, mais on veut fitter un modèle linéaire par espèce. On va faire, ce qu'on se dit, c'est, ok, bon, c'est facile, il faut juste qu'on fasse un jeu de données par espèce qu'on va investiguer. Donc ce qu'on fait déjà, c'est qu'on prend notre jeu de données Penguin. Ce jeu de données Penguin, on va retirer les lignes pour lesquelles on a des NA dans BodyMass ou dans BuildLength, parce que c'est les variables qu'on investigue dans notre modèle. Ensuite, on utilise split species. Ça, c'est une commande qui est bien pratique. Ce qu'elle permet de faire, c'est de renvoyer une liste qui contient notre dataframe splitté par rapport aux paramètres de split qu'on lui donne. Donc en gros, ici, notre dataframe, il va être séparé en 3 dataframes, un dataframe par espèce, et ça va nous être envoyé dans une liste. Donc on a une liste ici en sortie, et c'est bien pratique parce que map, comme premier argument, il attend une liste. Donc le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est une liste qui contient 3 éléments. Chacun de ces éléments, c'est un dataframe qui est filtré sur une espèce spécifique du jeu de données Penguin. Avec le pipe, ce que ça fait, c'est que cette liste-là, qui est notre dataframe filtré, qui contient notre dataframe filtré, on le passe en premier argument de la commande map, de la fonction map. Le deuxième argument de la fonction map, je vous l'ai dit ici, c'est une fonction. La fonction, elle est définie ici, avec ici une syntaxe de lambda. Donc une syntaxe lambda, qu'est-ce que c'est? On a le slash qui est un raccourci. Ça, je vous rappelle que c'est strictement la même chose que ça. Ok ?
Donc on a notre fonction. Notre fonction, qu'est-ce qu'elle dit? On définit une fonction qui prend comme argument df et qui renvoie le modèle linéaire, celui-ci, qui est body mass versus bill length mm sur les données df, donc les données qui sont passées en argument. Donc autrement dit, on a créé ici une liste qui contient 3 entrées. Chacune de ces entrées, c'est un data frame. Et ce data frame, sur chacun de ces data frames, en fait, on va leur appliquer la fonction qui est définie ici. Donc on va leur appliquer ce modèle linéaire-là. Et on va stocker le résultat de chacun de ces modèles linéaires dans l'objet modèle ici, qui sera à son tour une liste, puisque map renvoie une liste. Donc on voit ici qu'on a strictement la même chose que tout à l'heure. Ok? Donc maintenant, ce qui est bien pratique, c'est comme on a une liste en sortie ici, on peut réutiliser map pour appliquer des fonctions sur ces listes, et notamment toutes les fonctions du tidyverse qu'on a vu, toutes les fonctions de Broom qu'on a vues la semaine précédente, la semaine passée. Donc typiquement ici, je voudrais passer une fonction lambda qui me permet d'extraire le R carré de chacun de mes modèles. Donc je prends mes modèles, c'est une liste, et sur chacun des éléments de cette liste, donc sur chacun de mes modèles, je vais appliquer cette fonction lambda qui va renvoyer le R carré du modèle. Et j'ai bien les R carrés de chacun de mes modèles. Et ce que je vous disais avec Broom, c'est qu'on peut avoir quelque chose d'un peu plus élégant en utilisant la fonction glance qui me permet de sortir tous les métriques des modèles sous forme de tableaux structurés. Et ici, on va utiliser la variante de map qui s'appelle mapdfr, qui veut dire data frame, pour nous renvoyer ces résultats sous forme d'un data frame. Donc si j'exécute la commande, c'est hyper pratique. J'ai tous nos modèles, donc une ligne par modèle, et j'ai des caractéristiques de chacun de mes modèles par ligne. Donc hyper facile pour comparer, et ça s'est vraiment fait en 2 lignes, quoi. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai plusieurs variantes de map. Donc j'ai le map standard qui renvoie une liste, j'ai map double qui va renvoyer un vecteur numérique, map chr qui va renvoyer un caractère, map lgl qui va renvoyer un vecteur logique, true false, et puis mapdfr, c'est ce qu'on vient de voir, qui renvoie un data frame qui est row-bind, c'est-à-dire que les data frames ils vont s'empiler comme ça. Okay, ils vont pas se coller de cette façon-là, ils vont vraiment s'empiler. Donc ici par exemple, plutôt que de vouloir récupérer les résultats mes R carrés dans une liste, ce que j'ai fait ici, je voudrais pouvoir les récupérer peut-être dans un vecteur numérique, puisque les R carrés ce sont des vecteurs numériques. Avec map double, je vais récupérer ces données-là dans un vecteur numérique. Hyper simple. Maintenant, petite variante de map, c'est map2. Et map2, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend 2 inputs en parallèle. Donc elle prend des objets qui sont de même dimension, et puis elle va itérer, elle va parcourir en fait ces deux éléments, ces 2 listes, et les prendre en argument de sa fonction. Par exemple, ici, je vais créer un vecteur qui s'appelle fichier, et qui va contenir le nom des fichiers que je veux créer, ok, ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser map2, et map2, au lieu de lui passer une seule liste, ou une seule donnée d'entrée, je vais lui en passer 2. Alors je vous rappelle que map, ça peut prendre en entrée soit des listes, soit des vecteurs. Donc je lui passe d'abord ma liste de modèles, et je lui passe en même temps ma liste de fichiers. Donc les 2 sont de dimension 3, j'ai 3 modèles dans ma liste, j'ai 3 noms dans mes fichiers. À ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui passer une fonction lambda. Donc là-dessus, sur ces combinaisons, je vais passer une fonction lambda. La fonction lambda, elle prend 2 arguments, le modèle, qui vient d'ici, et le fichier, qui vient d'ici. Et ce qu'on va faire pour chacun de ces modèles et de ces noms de fichiers, donc c'est combiné, hein, on ne fait pas les noms de fichiers fois les noms de modèles. On a vraiment, par exemple, notre premier modèle, le modèle 1 sur les ADLI, il passera en même temps que ADLI. Les 2 éléments sont parcourus en même temps. Je récapitule, j'ai en entrée une liste de longueur 3, un vecteur de longueur 3, et ici je définis une fonction. Cette fonction prend 2 arguments, mode et f. En gros, mode, ça va récupérer ce qui vient d'ici, f, ça va récupérer ce qui vient d'ici. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette fonction? On va d'abord augmenter notre modèle pour récupérer les résidus et les valeurs prédites. Ça, je vous renvoie à une vidéo précédente là-dessus. Une fois que j'ai sorti les valeurs qui vont bien, que j'ai enrichi mon jeu de données, je vais créer un ggplot, donc un graphe,
qui est le graphe des valeurs prédites versus les résidus. Et puis, je vais sauvegarder ce graphique en PDF. Et le nom de ce graphique, ça va être ce qu'on a passé en argument f, ici. Et ça, c'est le nom de notre fichier. Et P, ici, c'est le graphique qu'on vient de faire. Puis on donne les dimensions. Donc si je fais ça, clouc, donc on voit qu'il dit qu'il nous a tout bien fait. Donc il a sauvegardé le graphe du modèle Adeli dans adeli.pdf, de Chinstrap dans Chinstrap et de Gentoo dans Gentoo. Vous ne pouvez pas forcément le voir, mais ça s'est créé ici. Et puis ça, c'est la suite des vidéos qu'on va faire par la suite. Mais ça s'est créé là. Ok? Donc j'ai bien à chaque fois un PDF qui a été créé pour chacune des entrées de ma fonction. Une autre petite variante IMAP, ça itère avec le nom de l'élément. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit qu'ici, modèle, c'est une liste, et que cette liste, c'est une liste nommée. D'accord? Ici, on voit que le premier élément de modèle, il s'appelle Adeli. Je pense que si je fais names de... Il n'a pas voulu modèle. Donc on voit que les éléments de ma liste, ils s'appellent Adeli, Chinstrap et Gentoo. C'est très bien. Donc je lui passe une fonction lambda qui s'appelle qui prend deux arguments, mode, donc c'est les éléments de ce modèle, et nom, c'est les noms qui sont dans cette liste-là. Et ce que ça va faire, c'est que ça va juste afficher espèce, le nom du modèle, qui est le nom d'espèce, et ensuite le R carré. Voilà. Hyper simple. Donc si on revient tout à l'heure, juste pour vous montrer la puissance de à quoi ça sert le programmation fonctionnelle et map et peur, ben ici, c'est qu'on va faire tout l'ensemble. Donc on va fitter nos trois modèles splittés par espèce, et puis sortir tous les coefficients de chacun de ces modèles. Donc je reprends le pipe complet. Si on se remet dans ce qu'on voulait faire tout à l'heure, qui était de fitter un modèle par espèce et de comparer ces modèles. On va le faire en un bloc avec map. Donc on prend notre jeu de données pingouin, on élimine en fait toutes les lignes qui vont contenir un NA sur une de ces deux colonnes-là. Ensuite, on va split le data frame par espèce, et ça va nous créer une liste qui contient 3 data frames, un data frame par espèce. Cette liste, on va la passer dans map, avec cette fonction-ci. Ce que ça va faire, c'est que sur chaque élément de cette liste, donc sur chaque data frame qui est contenu dans cette liste, on va appliquer la fonction qui fait un LM avec cette formule-là. Et puis, donc, le résultat de cette map-là, ça va être une liste aussi. On est d'accord? Donc, on va avoir une liste qui va contenir 3 modèles, un modèle par espèce. Et cette liste-là, on va elle-même la passer dans un map DFR, donc pour faire un map, mais qui nous renvoie un data frame. Et donc, chacun de ces modèles, on va lui appliquer la fonction tidy avec les intervalles de confiance. Et ça, on le stocke à la fin dans l'objet qui s'appelle résultat. Si je fais ça, clunk, hop, en 5 lignes, j'ai tous mes résultats. Donc j'ai fité mes 3 modèles et puis je vois les coefficients en fonction de l'espèce qu'on a. Et si on veut aller plus loin, en fait, on peut utiliser ce qui sort des résultats pour faire des graphiques. Vu que c'est un table, on peut le passer à du ggplot. Donc ici, par exemple, typiquement, ce que je veux faire, c'est l'effet le coefficient en fait, du bec sur la masse en fonction de l'espèce qu'on investigue, donc en fonction du modèle qu'on a fait. Programmation fonctionnelle, on applique la même fonction à des conditions différentes. Il y a une alternative que je vous montre, mais que moi j'utilise pas personnellement parce que je me perds un peu dedans, c'est d'utiliser nest et map dans un table. En fait, c'est si on va avoir un seul table tout le long du workflow. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va, au lieu de faire un split, on fait un nest. Ok? Ça, ce que ça fait, c'est qu'au lieu de créer une liste qui va contenir 3 data frames, voire 3 tables, ça nous crée un table qui contient 3 tables. Donc ça, j'aime un peu moins parce que c'est un peu moins intuitif. La liste, on comprend bien qu'une liste peut contenir différentes choses parce que c'est un objet qui est très peu structuré. Autant nicher des tables dans des tables, je suis pas très à l'aise. Mais ça se passe globalement de la même façon. Hein. Ok. Sauf qu'au lieu d'appliquer le
le map sur une liste, on va l'appliquer sur le table. Mais je suis vraiment pas fan. En vrai, je suis vraiment pas fan. Et ce qu'on doit faire ensuite, c'est unnest les résultats. Et même en faisant ça, c'est un peu compliqué. Moi, j'utilise toujours la liste parce que je trouve ça beaucoup plus simple. Donc voilà, si vous avez appris des trucs et que vous décidez de vous mettre à la programmation fonctionnelle, n'hésitez pas à vous abonner et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du labo et des nouvelles astuces sur R.